Bonjour, toujours en direct de Marseille, de la Tour La Marseillaise pour ce forum Zéro Carbone où l'on évoque depuis ce matin beaucoup de sujets sur le zéro carbone, la décarbonation, l'investissement, Marseille en grand et plein de sujets qui vont se retrouver dans cette dernière table ronde, presque, il y aura encore une keynote tout à l'heure, sur l'industrie décarbonée et les clean tech. Aix-Marseille est-elle la métropole 4.0 ? Alors oui, c'est un grand sujet, absolument. Franck Adamayer, vous êtes à ma gauche et vous êtes le président de Sonergia, une entreprise qui est installée ici. Bonjour. À vos côtés, et je suis ravie de l'accueillir, Corinne Ramon-Borde, vous êtes présidente de Picto et on expliquera tout à l'heure pour ceux qui ne connaîtraient pas Picto ce que fait Picto. Mais si, c'est très possible, vous allez voir, on va y arriver. À vos côtés, Frédéric Vuilleux, vous êtes le directeur du Technopole de l'Arbois, basé à Aix-en-Provence. Un Aixois depuis ce matin, on a l'impression qu'on n'a que des Marseillais, ça a créé le débat d'ailleurs ce matin. Donc enchanté Frédéric Vuilleux. Merci. Et dans quelques instants, nous accueillerons également Jean-Michel Diaz, le directeur régional de Total Énergie, qui ne devrait pas tarder à arriver, mais on va quand même commencer parce que finalement, depuis ce matin, ce qu'on dit, autant sur le plan Marseille en grand, autant sur tout ce qui est attractivité naturelle, c'est que finalement, on n'a pas attendu pour faire des choses ici et les industriels n'ont pas attendu de parler de transition énergétique et que ça devienne un sujet, que le terme sobriété devienne le terme qui est dans tous les discours pour s'intéresser à la transition énergétique. Corinne Ramon-Borde, présidente de Picto. Picto, ça commence très tôt, ça commence en 2013. Oui, 2014. Donc en fait, pour la mise en route. Ça fait déjà 7 ans. Donc Picto, je vais peut-être rappeler exactement un petit peu. Qu'est-ce que Picto ? Qu'est-ce que signifie Picto ? Donc Picto, c'est la plateforme industrielle et d'innovation de Cabantonquin. Donc en fait, c'est des industriels qui se situent sur le Grand Port Maritime, entre deux dards, sur une zone du Grand Port Maritime à Fos-sur-Mer, qui ont décidé en 2014 d'agir pour devenir un peu plus compétitifs, de préserver les emplois. Et pour ça, il fallait se parler, il fallait faire des choses ensemble. Parce que jusqu'à présent, auparavant, alors que c'est une zone qui existe depuis les années 70, tout le monde existait les uns à côté des autres, mais ne se connaissait pas. Il n'y avait aucune synergie entre eux. Donc, ça a commencé en 2014 et ça a tout de suite pris. Les industriels ont commencé à faire des projets ensemble, de voir les synergies qu'ils pouvaient avoir, à la fois matière, énergie, services. Et tout ça, on a commencé à mettre en place de ce qu'on appelle l'écologie industrielle. Donc, bien sûr, il y a le sujet, on peut dire, de l'énergie, la décarbonation, mais pas que. En fait, on voit que quand on fait des projets d'économie circulaire, on va permettre de réduire les impacts CO2, mais aussi l'impact, parce que c'est pas parce qu'on parle de CO2 actuellement et que c'est véritablement un enjeu primordial pour toute l'humanité, qu'il n'y a pas d'autres impacts qu'il faut régler, des impacts de pollution qui sont des pollutions qui peuvent être immédiates. Donc celles-ci aussi, il ne faut pas les oublier, et même l'eau. Donc en fait, tout l'écosystème, il doit être préservé. Donc en fait, c'est donc, je me suis peut-être un peu... Pas du tout. Mais c'est donc une association de 18 industriels, mais on en parlait dans le débat tout à l'heure, on ne peut pas être hors sol, donc on est vraiment inclus dans l'écosystème. Donc il y a les 18 industriels, mais il y a aussi une vingtaine de membres qu'on appelle qualifiés, qui viennent de la métropole, les communes, les pôles de compétitivité, etc. Puisqu'en fait, et je pense que ça va être aussi un axe majeur de la décarbonation, c'est collaboratif et sans frontières. Il faut arrêter les cloisonnements, puisqu'en fait, tout le monde a besoin des uns et des autres, et on ne réussira que si on a une voie commune tracée pour y arriver. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est une quarantaine de... Alors c'est donc une quarantaine de membres, dont donc la moitié privée, la moitié, on va dire, publique et collectivité. Pour revenir un petit peu sur la décarbonation, il y a déjà 2 ans, on a voulu
étudier en fait quelle serait la trajectoire de décarbonation au niveau de la plateforme. Donc on a mené une étude qui, bien sûr, pour atteindre les objectifs européens 2030 et la neutralité en 2050. Ce qui en est ressorti, c'est que bien entendu, chaque site doit mener des actions de performance ou même de rupture technologique pour pouvoir être à l'optimum de ses capacités, mais ça ne suffira pas à atteindre les objectifs de neutralité ou même de réduire de 30 ou 50% le niveau de CO2 qui est émis par an. Donc c'est 1,5 million de tonnes de CO2 pour la plateforme. En fait, il a été clairement démontré que s'il n'y a pas des actions collectives entre les industriels, et pas qu'une seule action, en fait, on voit que si on veut arriver à la décarbonation de l'industrie, ça va être une multitude d'actions qui vont devoir être menées, de multitudes de technologies. Ça passera par exemple, le réseau vapeur, puisqu'on relance l'étude du réseau vapeur entre industriels. Mais ça va être aussi, on en a parlé, transformer le CO2 en un intermédiaire chimique, faire par exemple du méthanol ou du e-méthanol, et ça permettra de décarboner aussi la logistique. Sur le territoire, sans aller chercher ailleurs, finalement, voilà, à proximité. on peut en fait, les uns les autres, grâce à une action les uns les autres, on peut arriver à une décarbonation qui soit plus large que l'industrie. Voilà. Donc, si vous ne m'arrêtez pas, je continue. Je vais vous arrêter. Avant de revenir peut-être sur la notion d'écosystème, parce que finalement c'est un thème aussi que l'on entend depuis ce matin, et évidemment on sait très bien que la collaboration, et Marseille en Grande est un exemple et pousse à ça, c'est absolument indispensable. Franck Andamayer, Sonergia, la décarbonation, pareil, c'est quelque chose que vous faites depuis longtemps. Vous étiez plus vers les particuliers, vous allez aujourd'hui vers les industriels. C'est un peu la même question, c'est finalement vous êtes intéressé à l'industrie. Et aujourd'hui, on parle de sobriété. C'était déjà dans les mentalités? Alors, Sonergia, déjà pour vous dire un petit mot de Sonergia, c'est une société de 180 personnes. On est basé dans les quartiers nord de Marseille. Il y en a aussi un site à Paris. Et en fait, notre mission, c'est de financer les travaux d'économie d'énergie. Donc, on travaille à partir d'un dispositif d'État qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie, qui consacre à peu près 4 milliards d'euros par an à financer les travaux d'économie d'énergie. Et on est un acteur de ce dispositif. Donc l'industrie, on travaille, on est créé depuis 2009 et on travaille sur l'industrie à peu près depuis les débuts. Et c'est vrai qu'on travaille aussi sur le secteur des particuliers. On aide aussi les particuliers à réduire leur consommation d'énergie en faisant des travaux, chez eux. Et aujourd'hui, oui, j'ai envie de dire, 70% de notre chiffre d'affaires est réparti entre l'industrie et les particuliers. Sur l'industrie, par exemple, pour parler concrètement, dans les Bouches-du-Rhône, je crois qu'en 2 ans, j'ai préparé, j'ai regardé les statistiques, je vais essayer de vous les sortir par cœur, c'est 25 industriels qu'on a accompagnés financièrement pour 4 200 000 euros à peu près financés. Et non, je ne connais pas tout par cœur. Et on a financé des récupérateurs de chaleur, des variateurs électroniques de vitesse, des systèmes micro-modulants sur des chaudières industrielles. Donc voilà, c'est ce qu'on peut faire pour aider à notre niveau à la décarbonation des industriels. J'en profite, je fais une petite parenthèse. Bonjour Jean-Michel Diaz, directeur régional de Total Énergie. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. On a déjà un petit peu commencé, mais on a parlé décarbonation, un sujet sur lequel on va revenir ensemble tout à l'heure. Pour revenir sur les industriels que vous accompagnez, est-ce qu'il y a des secteurs particuliers qui sont plus volontaires, ou est-ce que c'est finalement tout type d'industrie? Non, c'est tout type d'industrie. Après, chez Sonergia, on a une spécialité, on fait tout type d'industriel, mais on accompagne beaucoup d'industriels agroalimentaires, tout simplement parce qu'ils ont des caractéristiques de consommation d'énergie qui font qu'on peut très bien les aider en finançant une partie de leurs travaux, mais on finance absolument tous les types d'industriels, quel que soit leur secteur d'activité. Alors la transition énergétique, c'est un sujet chez Total Énergie qui a changé de nom, qui a pris une position forte. Sur le territoire, on a un très beau projet qui s'appelle Massilia. Est-ce que vous pouvez nous raconter la transformation entre Total tel qu'il était et puis Total Énergie aujourd'hui, avec un projet qui place finalement la France sur l'échiquier européen en termes de projet sur l'hydrogène? Alors effectivement, Total a décidé de se renommer Total Énergie en mai 2021, tout simplement en fait pour aligner le nom
et le logo avec ce qu'on était déjà et l'objectif qu'on s'était fixé sur cette transition énergétique et neutralité carbone qui est visée à 2050. Et notamment, si on balaye les énergies principales, il faut retenir une chose, c'est que la plupart de nos énergies renouvelables pour la tranche qui va de 2020 à 2030, elle va être multipliée par 10. Si on prend les électrons verts, aujourd'hui, on a un portefeuille qui est d'environ une dizaine de gigawatts et on va passer à un portefeuille de 100 gigawatts à l'horizon 2050. Donc 100 gigawatts, c'est quasiment 2 fois le parc nucléaire français. Si on prend les biocarburants, et là on arrive à la MED, les biocarburants c'est 500 000 tonnes, c'est le site de la MED aujourd'hui, et on va passer à 5 millions de tonnes, donc x10 encore. Et notamment, on a la deuxième plateforme qui est en cours de transformation, qui est celle de Grand Puy, qui sera une plateforme zéro carbone où on y fera autre chose que des biocarburants. Le biogaz, là c'est pareil, aujourd'hui on est le leader français, on a 500 gigawattheures par an, on va passer à 5000, donc encore x10. Et puis il y a d'autres sujets, et notamment l'hydrogène vert sur la MED. Donc c'est un projet qu'on mène avec Engie, un projet assez ambitieux puisque ça va être la première unité à taille industrielle de production d'hydrogène vert, non seulement sur le territoire mais en France, et on va produire 50 tonnes jour, ce qui va contribuer à décarboner encore à hauteur d'environ 141 000, 142 000 tonnes de CO2 par an. En sachant qu'on a déjà fait un premier saut sur la MED, puisque quand on l'a transformé en bioraffinerie, c'est devenu la vitrine aujourd'hui de la transformation de la compagnie. On est passé, avant la transformation, d'1,2 million de tonnes de CO2 à 250 000 après cette transformation. Donc si vous rajoutez ce qu'on va enlever avec l'hydrogène, vous voyez que en termes de décarbonation, on est une belle vitrine, certes pour Total Énergie, et puis bien évidemment pour ce territoire. Et puis chez Total Énergie, pour accompagner cette transformation, on y fait aussi autre chose, puisqu'il y a en cours la construction de la première gigafactory de batteries pour véhicules, notamment les bornes électriques, puisqu'on a une ambition d'aller en 2025 à hauteur de 150 000 bornes électriques. On en a un peu moins de 30 000 aujourd'hui. Donc vous voyez que l'accélération est encore plus forte. Et puis on travaille sur les biocarburants de 3e génération, notamment avec des algues. Donc on a des bassins d'algues qu'on a démarrés sur la plateforme de la MED pour faire ces biocarburants de 3e génération. Voilà. Et puis on accompagne aussi avec des structures comme Greenflex qui sont implantées à Aix-en-Provence. On accompagne les collectivités dans leur transition énergétique, efficacité énergétique. Et la particularité, c'est qu'on le fait en utilisant des matériels recyclés. Massilia, c'en est où ? Alors Massilia, donc il y a les études qui sont en cours. L'idée, c'est de commencer la construction de l'unité donc sur 2024 pour un démarrage sur 2026. Alors, votre voisin a fait un peu comme Picto et puis comme Sonergia qui s'est intéressé à ces sujets-là, c'est que le Technopole de l'Arbois s'est axé cleantech il y a très longtemps, mais on ne parlait pas de cleantech à l'époque. Comment vous en êtes venu à vous nommer cleantech et à prendre cet axe qui était regardé quand même encore un peu étrangement il y a quelques années? En fait, effectivement, le Technopole de l'Arbois, c'est un technopole dédié à l'environnement. Et à l'époque, on parlait tout simplement de protection de l'environnement. Mais la protection de l'environnement, quand le Technopole s'est lancé en 2001, en fait, c'était quelque chose qui concernait beaucoup les laboratoires de recherche, qui concernait beaucoup des bureaux d'études. Mais il y avait peu de sociétés qu'on appelle aujourd'hui des startups, peu de sociétés innovantes qui développaient des technologies pour la protection de l'environnement. Il y en avait, mais ce n'était pas le grand lot du marché. Et en fait, avec la maturité technologique, avec le fait qu'il y ait des filières clés sur la pétrochimie, sur l'aéronautique, sur la mobilité, sur tout un tas de filières notamment que l'on a ici sur le territoire provençal. On a des technologies, sur la microélectronique bien entendu, on a des technologies transverses qui sont nées des besoins de ces filières et en fait qui s'appliquaient sur des données, sur des sujets transversaux comme les problématiques environnementales. Et il s'avère qu'avec l'effort mondial de prise de conscience autour de la protection de l'environnement, le fait que les citoyens sont très sensibles aujourd'hui, que les politiques poussent beaucoup, que les industriels sont volontaristes sur ces sujets-là, on s'aperçoit qu'il s'est créé un marché
de la protection de l'environnement. Le marché de la protection de l'environnement, en France, on appelle ça les green tech, mais en fait, la France, c'est un des marchés mondiaux, et en fait, à l'international, on appelle ça plutôt des clean tech. Les clean tech, c'est toutes les technologies propres et sûres pour la protection de l'homme, avec un grand H, et de l'environnement. Et en fait, c'est un terme qui est apparu à la suite de la crise financière en 2008, parce que du coup, à l'époque, on parlait beaucoup de green tech, et il y a beaucoup de projets greenwashing qui avaient été financés par ces fonds d'investissement. Et quand la crise est arrivée, ces projets se sont arrêtés, et il a fallu... c'est là où on a vu qu'il y a un très fort développement des technologies du numérique. C'est là où on a commencé à parler de big data, c'est là qu'on a commencé à parler de l'intelligence artificielle, qui sont des produits et des services qui sont arrivés sur le marché. Et toutes ces solutions technologiques issues du digital aussi sont venues servir aussi la cause environnementale. Et avec ce qu'on a fait autour de la COP21, en amont avec le Grenelle de l'environnement, le marché de l'environnement est très lié à la volonté des industriels, mais aussi au côté législatif, au côté réglementaire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à la fois une nécessité mondiale de protéger l'environnement, à la fois des textes qui nous obligent à aller dans le sens d'une amélioration de l'État, voire une rémédiation, et à la fois on a des citoyens, des politiques qui poussent très fort pour que puissions se mettre autour de la table. Et il s'avère que sur ce territoire provençal, sur Aix-Marseille, plus qu'ailleurs, dans toute la France, c'est une statistique, on produit plus de start-up du domaine de l'environnement que n'importe où en France. Mais parce qu'on a un berceau industriel, de chercheurs, de personnes sensibles, parce qu'on est dans un berceau naturel, qui fait que sur ce territoire, on arrive à générer beaucoup de boîtes. Depuis tout à l'heure, on parle d'écosystème, on en a beaucoup parlé ce matin. Vous apportez tous une brique, j'ai envie de dire. Est-ce que l'écosystème fonctionne vraiment ou est-ce qu'il y a autre chose de mieux à faire ? Et est-ce que Marseille en grand, ça pourrait être aussi une espèce de catalyseur et d'essayer de créer des synergies qui n'existeraient pas encore ? Oui. Alors, moi, je veux bien apporter un premier niveau de réponse, c'est-à-dire que au niveau effectivement de l'accompagnement que l'on a sur le Technopole des startups environnementales du territoire, on s'aperçoit que nous, on fait rien tout seul. On dit souvent nos startups parce qu'on les aime, mais on aime aussi que Jean-Michel dise mes startups quand il va financer avec Total Développement. Alors, je ne sais plus si on dit Total Énergie et Développement maintenant, mais en tout cas, quand il vient les soutenir. Et en fait, depuis ces dernières années, on a réussi à faire en sorte que sur ce territoire, qui avait tendance à se regarder un petit peu bizarrement entre les Aixois et les Marseillais, mais en fait, ces barrières tombent et qu'on soit tous là au bénéfice et aux côtés de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse qui veut développer son projet. Et nous, on a à peu près une centaine de partenaires avec qui on travaille. On ne sait pas tout faire et on le reconnaît. Par contre, on sait très bien ce que font très bien faire les autres. Et à chaque fois, on envoie les dossiers quand c'est le moment. Et à partir de là, ils prennent le relais. Par exemple, avec Total, sur des sujets de financement, sur des sujets de prototypage, sur des sujets d'aide à l'export. Mais la BPI, bien entendu, même Pôle emploi. Pôle emploi, c'est le premier partenaire de la création des sociétés. Et des pôles de compétitivité et des centres de formation comme l'IRCE, les réseaux France Initiative, les réseaux bancaires, les fonds d'investissement, tous ces gens-là, nous on est un petit peu le berger qui accompagnons le porteur de projet ou la porteuse de projet vers ces différents guichets pour qu'il ne perde pas de temps et qu'il aille très vite porter son innovation sur le marché et montrer ce qu'il sait faire et qui peut nous apporter une contribution à la protection de l'environnement. Jean-Michel ? Oui, alors cet écosystème, effectivement, il fonctionne. Il est toujours perfectible, mais il fonctionne. Avec Frédéric, notamment le Technopole de l'Arbois, on travaille depuis longtemps sur l'accompagnement de ces startups. On ne va pas les citer, mais il y en a... Et pourquoi on ne les citerait pas? Mais bien sûr, on va les citer. Il y en a plusieurs. Il y a Sacowin, il y a EasyLab, bref. EasyLab, c'est sur l'hydrogène depuis très très longtemps. Alors, donc, et puis il y a Enogia, et puis il y en a tant d'autres. Donc, ça, c'est très important d'avoir cet accompagnement des startups, parce que quand on parle d'accélération de la transition énergétique, d'abord de transition énergétique et accélération, ça ne peut pas se faire si on ne travaille pas avec des gens qui ont une créativité très importante et qui ont des schémas de conception qui sont très courts. Et ça, c'est les startups qui nous l'amènent. Je parlais tout à l'heure des algues pour faire les biocarburants de 3e génération. Eh bien, sur la plateforme de la MED, en fait, on va tester 10 technologies de 10 startups différentes. Donc, vous voyez qu'on a besoin de cet écosystème. L'hydrogène, c'est le cas, hein. On travaille avec ces startups du territoire. Et donc, c'est parce qu'on est ensemble qu'on va arriver à aller plus vite. Et donc, ils ont besoin
nous parce qu'on a, la taille et la puissance financière pour les accompagner, et on a besoin d'eux parce qu'ils ont la créativité et la réactivité. Et puis, ma voisine Corinne en parlera d'autant mieux. Il y a un grand projet sur le territoire qui s'inscrit dans ZIBAG, mais je vais laisser Corinne en parler, qui montre qu'on est ensemble. Corinne et puis Franck Anamayer. Oui, tout à fait. Juste aussi préciser pour les startups, c'est vrai aussi que c'est important que les industriels les reçoivent sur les sites pour les mettre dans la situation réelle, parce que sinon... oui, partir du papier et aller sur la réalité de... Voilà, il faut les mettre en conditions réelles pour tester leur technologie, leur avancée. Et on l'a toujours fait dans le territoire. Et en particulier, on a parlé des microalgues, il y a eu Vasco au début, on a Jupiter 1000, on a des nouvelles technologies qui vont être testées pour la capture du CO2 chez Solamat, dans la société, à partir de janvier. Donc voilà, on continue à le faire. Et pour montrer que le territoire est véritablement mobilisé et à tous les niveaux, c'est vrai qu'on a été le premier candidat à l'appel à projet ZIBAC, zone industrielle bas carbone, qui a été lancé par l'ADEME dans le cadre de France 2030. Donc cet appel à projet a pour but justement d'accélérer et de la décarbonation de l'industrie, mais en version collaborative. Il faut que ce soit du collectif. Donc cet appel à projet permet de financer des études. Il y a 2 ans d'études qui devraient permettre à chaque industriel d'avoir sa feuille de route de décarbonation vraiment en connaissance de cause et adaptée au territoire. En fait, c'est ça qui est important, c'est que ici, peut-être que les solutions ne seront pas les mêmes que sur Dunkerque ou sur Le Havre, etc. Oui. Et donc ça, c'est une énorme chance de pouvoir créer ce mouvement, cette intelligence collective, cette émulation et territoriale, puisque là, ça va concerner de Fos à Gardanne. Donc, véritablement, tous les industriels qui sont autour de notre zone. Et ça représente 18 millions de tonnes de CO2 par an, qu'il va falloir réduire dans un premier temps au moins à 9 et en visant la neutralité. Donc c'est important pour tout le monde. Franck Anamayer. L'écosystème, ça fonctionne? Alors, j'aborde tout à fait au propos qui a été tenu. Ceci dit, chez Sonergia, on a une vision un peu complémentaire de l'écosystème. Nous, nos industriels clients nous demandent des offres globales. On est petit, on est 180 en France, mais on est petit, on n'est pas Total, on n'a pas bien sûr la force de Total ou d'autres. Et pour offrir un service de qualité et une offre globale à nos clients, on se sert en fait beaucoup de l'écosystème. Il y a beaucoup d'entreprises ou d'associations qui ont des offres différentes mais complémentaires des autres. Et pour offrir cette offre globale, en fait, on s'appuie beaucoup sur la complémentarité de ces associations et de ces sociétés. Et nous, on se définit chez Sonergia comme un orchestrateur. En fait, on veut trouver le meilleur qui peut intervenir pour notre client industriel par rapport à tous ses besoins. Nous, on est beaucoup sur le financement, on ne fait pas les travaux, mais on a un réseau de sociétés qui font des travaux de qualité. Parfois, nos clients ne veulent pas acheter les solutions, ils veulent les avoir en leasing. On a trouvé dans notre écosystème des sociétés qui sont spécialistes du leasing et qui vont offrir une offre de leasing aux clients. On est spécialiste des certificats d'économie d'énergie, mais ce n'est pas les seuls dispositifs qui peuvent aider les industriels à passer le pas et à faire des travaux de rénovation énergétique. On est avec une société qui s'appelle ABF et qui connaît tout un tas de dispositifs qui peuvent financer les travaux d'économie d'énergie. Par exemple, le dernier plan de décarbonation, justement, qui a été lancé par l'État. Il monte des dossiers pour que ces industriels bénéficient de ces financements. Donc voilà, nous, notre vision en fait, de l'écosystème, c'est ça, c'est essayer de faire une offre intelligente et globale à nos clients industriels parce qu'ils veulent en général qu'un seul interlocuteur. Et on s'est construit un écosystème dont on veut être orchestrateur pour offrir cette offre de qualité à nos clients. Je crois que Jean-Michel Liez avait quelque chose à dire.
Non, mais je pense que l'essentiel a été dit sur cet écosystème, donc ce sujet de ZBAC, donc qui s'appelle Sirius. Hein. Programme Sirius. Programme Sirius. Il y a une trentaine, je dirais, une trentaine d'études. Voilà, une trentaine d'études. 10 millions d'euros qui vont être financés pour moitié par l'ADEME et pour moitié par les industriels. Qui vont porter ces études. Et il y a un point qui est essentiel dans le travail ensemble, c'est la planification des réalisations qu'on doit faire. Alors ça tombe bien puisque il y a une première sur ce territoire où la région a signé avec l'État donc une convention de planification. Mais je dis ça, c'est important parce que si on regarde les projets qui sont annoncés sur la zone Fos-Étang-de-Berre pour les 10 ans qui viennent, c'est 6 milliards d'euros d'investissement. Donc c'est 5 fois plus en 2 fois moins de temps que ce qui s'est passé les années précédentes. Mais pour réaliser ça, vous avez besoin de puissance assez extraordinaire au niveau électrique. Et si vous ne travaillez pas avec Enedis, avec RTE, avec l'ensemble des partenaires, on ne tiendra pas cet objectif. Donc, il est important de le faire ensemble et de planifier tout ça. Finalement, cette expérimentation qui vient de l'État, puisque c'est la Première ministre qui l'a annoncée sur le territoire la semaine dernière, je crois, est-ce que finalement, c'est pas la brique, on en a parlé ce matin, hein, la brique environnement, transformation énergétique qui manquait au plan Marseille en grand selon certains acteurs qui disaient il y a 1 milliard pour l'école, 1 milliard pour la mobilité, mais il n'y a pas 1 milliard pour la transformation énergétique. Est-ce que finalement, ça prouve à la fois, on amène une nouvelle brique et ça prouve aussi que le territoire est regardé depuis Paris comme vraiment un laboratoire, pour revenir sur une thématique qu'on a abordée ce matin? Non, mais oui, c'est très important. Et puis, le signal qu'il y a derrière, c'est on va travailler ensemble avec les territoires, tous ensemble, et y compris ceux qui connaissent, qui ont la compétence et qui peuvent apporter un éclairage. Si on y met là-dedans la loi d'accélération énergétique, l'industriel, et en tout cas l'ensemble des sociétés qui travaillent dans ces domaines-là, ils ont un certain nombre de compétences. Vous ne pouvez pas définir par exemple une zone comme une zone d'exclusion pour les ENR sans aller interroger ou bien une qui est propice, sans aller interroger les gens qui ont la compétence, notamment pour définir si oui ou non on va arriver à réaliser un projet dans des délais raisonnables. Parce qu'il faut faire les études d'impact environnemental. Ça, ce ne sont pas les collectivités qui en ont la maîtrise, c'est plutôt les industriels et les sociétés prestataires dans ce domaine-là. Donc il faut bien qu'on le définisse ensemble, parce qu'on peut avoir un vrai éclairage mutuel pour aller plus vite et définir les bons endroits pour aller développer tel ou tel type d'énergie. Alors plus vite, je reviens sur un propos tenu par Frédéric Vuillet tout à l'heure. Vous parliez d'accélération et de mettre les innovations sur le marché. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un défi? C'est très bien d'avoir plein de startups et d'avoir plein d'idées, et puis il faut effectivement les confronter à la réalité. Est-ce qu'il existe un problème de mise sur le marché et finalement de faire en sorte que la solution soit disponible? Une sorte de transfert de technologie. C'est ça, mais c'est-à-dire qu'il faut créer la confiance. C'est-à-dire que quand on est une jeune société innovante, on développe une innovation. Et une innovation, par définition, ça vient d'arriver. Et quand on est un industriel, qu'on veut investir des millions sur un sujet, on veut quelque chose qui marche. Donc souvent, il faut des gens, il faut des pionniers, il faut des gens qui croient en ces startups, bien entendu, qui analysent la technologie, hein, parce que du coup, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais il faut aussi des zones d'expérimentation, il faut des gens qui y croient. Moi, je sais que, par exemple, Total Énergie est effectivement un acteur fort dans le domaine des énergies, des carburants de demain, mais aussi vient en aide à des sociétés qui peuvent venir s'implanter sur le territoire, comme sur des sujets liés à la chimie verte. Et je pense qu'avoir un acteur aussi puissant sur le territoire et compte tenu des derniers résultats en plus de la société, ça peut être aussi un excellent sponsor de certains sujets que les collectivités n'arrivent pas à porter. Je peux prendre 2-3 exemples, mais prenons l'exemple des bateaux hydrogène. Tout le monde parle des bateaux hydrogène, au-delà du fait de pouvoir alimenter en hydrogène le bateau sur les quais du port. On a sur le territoire des startups dont on entend beaucoup parler, en l'occurrence la société Neptech, qui a été sélectionnée par les JO 2024 pour faire en sorte que les navires qui accompagneront les frégates en Méditerranée puissent monter sur ces bateaux hydrogène pour justement faire en sorte qu'on ait un transport
modèle, performant et qui n'ait pas d'impact sur la nature. Donc la collectivité n'a pas la capacité financière de lancer un appel à projet pour changer tous ces ferryboats à Marseille ou du côté de Martigues en disant finalement on va passer de bateaux classiques polluants à des bateaux modernes et qui seront zéro émission. Peut-être qu'on peut avoir, en l'occurrence on parle de quoi? On parle de 600 000 euros, de 650 000 euros, hein, avec des aides de l'ADEME ça peut être encore moins, mais quelle est la capacité de nos industriels à se finalement muer en sponsor de ces innovations, quoi. Et sans ces grands acteurs du territoire, certains projets ne pourront pas voir le jour. Il y a d'autres sujets, par exemple, on est très fiers d'avoir accueilli un projet qui vient du Mexique. On a un chercheur au Mexique qui, en 2019, a reçu le prix mondial du MIT pour le chercheur de l'année de moins de 30 ans. Et ce monsieur, il a inventé une technologie qui permet de filtrer la qualité de l'air par le biais de microalgues et de faire en sorte qu'on transforme le CO2, les NOx, les TOX en oxygène par des bioréacteurs dans lesquels on a des algues, bien entendu. Et ces algues, c'est de la biomasse et on peut développer en quantité modérée, mais en tout cas de l'hydrogène pour montrer qu'on est dans un cycle vertueux. Eh bien, ces structures, ces solutions pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse faire en sorte qu'on ait une start-up où ils sont 5, 10 et ils passent à 10, 20, 30, peut-être 100. Il faut qu'on ait des personnes qui, sur le territoire, leur fassent confiance. On sait que le bassin de l'étang de Berre n'est pas l'endroit le plus parfait en qualité de l'air. On peut peut-être les aider, ces industriels, à améliorer cette qualité. Il va de même peut-être pour les bateaux et les croisiéristes qui sont autour de nous, sur Aix-Marseille. On peut peut-être, à travers ces efforts des uns et des autres, mettre ce type de technologie en musique et améliorer la qualité de notre propre territoire. C'est-à-dire que sur notre territoire, on produit les startups qui aident notre territoire à être résilient en matière environnementale. Corinne Ramon-Borde, sur ces sujets d'innovation et de... Vous êtes en plein dedans. Hein. Oui, oui. Et... Alors, on n'est pas forcément avec des startups, mais on en fait aussi avec des porteurs de projets qui sont très innovants et on n'hésite pas forcément à les financer, mais à les aider à la réalisation et à la démonstration de leur technologie. Ça a toujours été fait depuis plusieurs années. Et j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Vous n'avez pas plutôt intérêt à peut-être vous rapprocher et qu'il y ait plus d'expérimentation qui soit fait grâce à mais on demande pas mieux. Ah ben voilà. On demande pas mieux d'avoir. On est tout le temps à la recherche de nouvelles technologies et à des évolutions des procédés. Vous dites que juste un petit point, c'est vrai que les industriels ont fait d'énormes progrès dans la qualité de l'air et ils continuent à y travailler. Il y a des investissements qui sont encore prévus, qui sont majeurs. Faut pas croire qu'il n'y a rien qui est fait, quoi. Alors attention, je ne suis pas l'écologiste de base et qui prône la décarbonation et la croissance zéro. Attention, non, mais il n'y a pas que la c'est pas le sujet. Je suis au contraire là pour promouvoir les innovations du territoire et de dire qu'effectivement, elle peut être une réponse aux solutions des industriels. Sachant que je sais que les industriels font beaucoup de choses pour être issus d'un pôle de compétitivité, font beaucoup de choses à leur matière. Donc ne vous sentez pas concernés ni agressés. Et puis, comme je l'ai précisé au début, l'objectif, c'est pas uniquement de viser le CO2. Alors ça, on va y venir après, justement. Jean-Michel et puis Franck sur ce sujet. Alors, pour finir sur ce sujet, pour continuer en tout cas sur ce sujet des startups, nous par exemple, on a sur ce territoire cofondé avec la région et puis INCO, donc un incubateur qui s'appelle Incoplex Sud, où en fait on accueille chaque année environ 14 startups qui sont des startups qui vont accompagner la transition énergétique, la transition écologique, qui sont dans l'économie circulaire et l'économie de la fonctionnalité. Et ça rejoint exactement ce que Frédéric vient d'évoquer. On a besoin de ce monde de la start-up qui innove et qui apporte des solutions sur des problématiques d'ailleurs où on ne les a toujours pas. Donc ce qu'on fait ici, on le fait aussi à Paris, à la station F, on a créé un incubateur pour les start-up dans le domaine de l'électricité décarbonée et qui est ouvert à toute la France. Donc voilà, on a besoin de cet écosystème et je répète, il est indispensable pour progresser. Franck Sonnaman. Nous, du coup, on a une expérience d'innovation, mais plutôt dans le domaine des particuliers, où on a eu du crédit impôt recherche pour faire de la recherche et lancer une nouvelle offre. On a eu à coordonner le travail de 6 sociétés, et en fait, je vous confirme, c'est excessivement compliqué. On essaie de travailler en faisant ce qu'on appelle des MVP, des Minimum Viable Products, pour essayer de
mettre le plus vite un produit en test sur le marché et le mettre dans les mains des consommateurs pour voir comment ils réagissent et éventuellement pouvoir changer de stratégie si jamais ça leur convient pas. Mais je vous confirme, c'est excessivement compliqué de travailler à plusieurs sociétés là-dessus, de se coordonner. Il y a toujours beaucoup de retard. En tout cas, nous, on a beaucoup à apprendre encore. Vous avez évoqué les JO tout à l'heure, Frédéric Guilleux. Est-ce que c'est une opportunité pour le territoire? Alors, Neptec, effectivement, s'est fait connaître l'année dernière, puisqu'il y avait une première expérimentation, puis ils ont été confirmés pour être fournisseurs pour les bateaux, effectivement. On a parlé du parc national des Calanques ce matin. Est-ce que les JO, c'est une opportunité au-delà de l'événement lui-même, j'ai envie de dire? Mais est-ce que ça peut être aussi un petit aiguillon pour se dire il y a un événement qui arrive? Alors, c'est vrai que c'est bientôt, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer justement d'aller un petit peu plus vite et d'en profiter pour montrer ce qu'on peut faire de bien? C'est effectivement une formidable opportunité. On a parlé de Neptec qui était sélectionné. Il y a d'autres startups et entreprises innovantes du territoire qui seront effectivement là pour proposer leurs solutions. Comme vous le dites, c'est demain. Il ne faudrait pas faire comme on le disait tout à l'heure avec le Qatar, montrer des choses un petit peu à la dernière minute. Il faut vraiment le préparer. Si on veut mettre des navires autonomes, performants et durables sur la Méditerranée, il faudrait commencer à le construire dès aujourd'hui. Donc oui, on est d'ailleurs en train de travailler ces sujets-là avec des levées de fonds pour Neptec, mais il y a aussi beaucoup d'autres sujets. On peut parler de la qualité de l'air, on peut parler des espaces verts. Oui, faisons ça assez rapidement. Et on sera effectivement une métropole et un territoire national très clean tech. Le forum s'appelle Zéro Carbone, on ne parle que de ça depuis ce matin. Zéro carbone, est-ce que c'est la dernière étape ou est-ce qu'on peut aller mieux? Est-ce qu'il y a mieux que le zéro carbone? Ne vous précipitez pas tous. Il faut viser mieux que le zéro carbone. Il faut être en négatif aujourd'hui si on veut être dans des solutions de... Donc on parlait tout à l'heure de projets de séquestration de CO2 dans les sous-sols. C'est effectivement des projets qu'on avait à l'époque au niveau du pôle de compétitivité, gestion des risques, travaillé avec tout un tas de partenaires, le port autonome, devenu le pôle safe effectivement. Là on doit être sur des solutions de rémédiation. Des solutions de rémédiation on en a. On doit couper les logiques de production de CO2 parce qu'on a des choses et on doit travailler sur des solutions de rémédiation et ça passe, par exemple, je vous donne un exemple, mais une des startups qu'on aime beaucoup, c'est une boîte qui s'appelle Bamboo for Life. Ils font des stations d'épuration par le biais de phytorémédiation de bambou qui traitent vraiment les effluents, qui peuvent être des effluents agricoles, des effluents industriels ou ceux des ménages. Et en fait, ces stations d'épuration, c'est des puits carbone puisque c'est des bambous et il y a et c'est des solutions qu'on peut développer très facilement sur les territoires. Jean-Michel Diaz, vous vouliez dire quelque chose? Est-ce que le zéro carbone, c'est l'objectif ultime? Alors déjà, c'est bien si on y arrive, hein, oui, parce que je vais quand même juste rappeler 2 chiffres. Oui. La dernière fois où on était à la neutralité carbone, c'était en 1960, on était 2,2 milliards. En 2050, on doit retrouver la neutralité carbone, on sera 10 milliards, 5 fois plus sur la planète. Donc déjà, c'est bien si on y arrive. Et après, je dirais que ce qui peut être un handicap aujourd'hui pour ce territoire, puisqu'on a dit que la zone Fos-Étang-de-Berre, par exemple, c'est 22 millions de tonnes de CO2 par an. C'est la moitié de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais ce qui peut être un handicap sera de même probablement une opportunité. Parce que quand vous prenez du CO2 et que vous prenez de l'hydrogène vert, vous faites les carburants de synthèse. Donc ça, c'est des technologies sur lesquelles on travaille, on avance. Mais donc, vous voyez, d'une faiblesse, on en fera probablement une force demain. Il y a aussi une question d'attractivité. Alors, vous parlez du Mexique, c'est très bien. Est-ce que, vu d'ailleurs, on regarde Picto? Est-ce que vous inspirez ailleurs? Alors, je pense que oui, on est, du moins, on est connu au moins au niveau du territoire. D'ailleurs, on a de plus en plus de porteurs de projets et de demandes d'installation dans notre zone sur Fos, puisqu'en fait, il y a cette dynamique, il y a cette possibilité-là qui existe. Et aussi, ils ressentent bien la volonté des industriels de s'engager, d'aller plus loin. Et on tient à ce que les aménagements des territoires, il y ait une certaine logique. On n'installe pas un industriel qui n'a aucun sens à côté d'un autre ou qui n'est pas une brique qui permet
d'avoir une chaîne vertueuse sur le territoire. C'est pas parce qu'on nous demande qu'il faut, il faut accepter l'industrie, il faut qu'il y ait véritablement une logique. Soit il y a un lien, soit les produits des uns vont aller chez l'autre. Voilà, il faut quand même garder ça en tête. On est d'accord pour du développement économique, mais avec une excellence environnementale et une certaine logique. Bien sûr. Oui, d'ailleurs, il est connu au-delà du territoire, Picto, puisqu'on a été le présenter d'ailleurs à l'Élysée. Donc, Vous voyez, voilà, le gouvernement connaît, et même au-delà, puisqu'on a signé, enfin, j'ai signé au nom d'un collectif avec le port de Qingdao en Chine, une convention d'échange finalement de flux industriels entre nos deux territoires et notamment Picto. Donc, on est connu, mais il y a du travail, il faut l'aménager. C'est la problématique de Picto aujourd'hui. On a une zone dédiée à l'industrie, on a un problème d'aménagement du territoire et il faut là aussi absolument qu'on accélère. Alors il y a des outils qui arrivent, il y a France 2030, on a déposé des dossiers, etc. Mais pour être compétitif face à des lieux comme Rotterdam, il faut être capable de proposer d'abord des terrains qui sont purgés de toutes les réserves, sur lesquels on a fait toutes les études nécessaires, faune, flore, courantologie, 4 saisons, etc. Et puis qu'il y ait un réseau vapeur pour s'y connecter, qu'il y ait un réseau électrique pour s'y connecter, etc. Donc il y a encore un peu de boulot. alors on va revenir sur ce point, mais je voulais entendre Franck Andemayer, vous êtes présent à Paris aussi. La différence entre le territoire et Paris, vous voyez des différences majeures? Alors nous, on est présent à Paris parce qu'on travaille sur un dispositif d'État et l'État aujourd'hui est un petit peu à Paris, donc forcément pour faire entendre nos positions, on a besoin d'être à Paris. Mais ceci dit, on finance, enfin on est présent à Paris, mais on finance des travaux d'économie d'énergie à travers toute la France. On est une société administrative finalement, donc on n'a pas besoin de... Alors la différence sur les territoires, où est-ce que vous la voyez? La différence sur les territoires, malheureusement, j'ai envie de dire, là où on finance le moins de travaux d'économie d'énergie, c'est ici. C'est Ouais. sur tous les départements. Il y a des progrès à faire. Alors, après, c'est nous, c'est Sonergia. Je ne dis pas que c'est une vérité Absolue. absolue. Mais malheureusement, c'est autour C'est un indicateur, du bassin quand même. méditerranéen qu'on finance le moins de travaux d'économie d'énergie. Je pense que c'est un indicateur, oui. Pour en revenir peut-être sur Picto, Picto devait s'arrêter l'année prochaine. Ça continue? C'est quoi les Non, projets? il n'était pas C'était un prévu. scoop. Non, il Non. n'était pas prévu de C'était s'arrêter. prévu un temps, c'est après. Donc là, il y avait des expérimentations qui ont démarré l'année dernière. Ça en est où? Lesquels Avec Jupiter 1000 notamment. Jupiter Mine, oui, ça continue. Ça continue, ça va pas s'arrêter l'année prochaine. Et c'est quoi les phases d'après maintenant? C'est quoi vos objectifs sur Picto? Nos objectifs sur Picto, j'en ai parlé tout à l'heure, Oui, c'est mais véritablement vraiment, d'élargir. ouais. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est vrai que toute cette décarbonation, cette transition, c'est une transformation non pas uniquement technologique. C'est aussi une transformation dans la façon de raisonner, la façon de s'organiser, Et les donc, formations des personnels, parce qu'on va changer quand même pas mal de choses Ouais. au niveau des industries. Donc c'est pas... Oui, Ce n'est pas une transition, une transformation qui est uniquement basée sur la technologie. C'est vraiment à 360 degrés qu'il faut la percevoir. Jean-Michel, et après j'ai une autre question. Non mais Picto a un superbe avenir devant lui, à court terme. Mais non, je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait en portefeuille pour les 10 ans qui viennent 6 milliards de projets. Ces projets, il faut les implanter. Le lieu idéal pour les implanter, c'est Picto. Alors pourquoi? Parce que vous avez un intérêt à regrouper les implantations industrielles. Parce que quand vous les regroupez, vous créez des réseaux communs. Et quand vous créez des réseaux communs, vous décarbonez, vous diminuez l'empreinte carbone. Il n'y a rien de pire que de dispatcher les activités industrielles sur un territoire. Il faut les regrouper. C'est un lieu propice pour ça. La vraie plateforme d'accueil de tous ces projets, c'est Picto demain. Donc il y a un réel avenir. Et par exemple, on parle de réseau vapeur, c'est vrai, juste, on parlait tout à l'heure que sur la plateforme Picto, vraiment l'actuelle, on va dire, c'est 1,5 million de tonnes de CO2 par an. Le réseau vapeur, qui permet de relier ceux qui produisent de la vapeur à ceux qui en ont besoin, ça réduit de 10% déjà l'impact CO2 par an. Jean-Michel, et je vais enfin poser ma question peut-être.
Ah ben, Laurence, Non. je vous laisse. Non, mais Question. une quarantaine de membres aujourd'hui, est-ce qu'il faut aller plus loin? C'est ZIBAC qui nous permet d'aller un peu plus loin, puisqu'en fait, c'est un programme, on l'a dit, un programme Sirius qui va durer 2 ans pour la phase de maturation, et si tout va bien, il y aura 7 à 10 ans pour la phase de développement, qui là va regrouper les industriels de Picto, mais jusqu'à Gardanne. Donc c'est bien plus d'industriels, c'est tous les grands industriels qu'on retrouve autour de l'étang de Berre. Pour cette même démarche, pour aller travailler ensemble sur la décarbonation. Oui, après j'ai une dernière question un peu provocatrice. Non, et puis je dirais que pour accompagner ces programmes de décarbonation qu'on a, de transition énergétique, il faut regarder où sont les freins aujourd'hui. Hein. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, on va lancer prochainement un think tank sur les énergies du territoire. Nous, c'est qui, nous? Alors, c'est Total Énergie. On va lancer un think tank sur ce sujet, territoire des énergies et au-delà, pour regarder ensemble avec toutes les parties prenantes où sont les freins et comment on peut lever ces freins et accélérer tous ensemble cette transition. Mais ce que je disais sur le développement industriel à venir, il faudra aussi accompagner la jeunesse, hein, parce qu'on a besoin de compétences. Et là aussi, il y a des réflexions sur des sujets qui sont la jeunesse moteur de l'industrie de demain, en imaginant de créer les cadets de l'industrie, ambassadeurs de l'industrie, etc. Voilà. Ça, c'est un gros sujet d'attirer les talents, de former les talents. Et... Donc, une dernière question. Vous parlez de la chimie verte, de la vallée de la chimie verte qui est en Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce qu'on pourrait ici créer une vallée de la chimie alors, c'est une vallée de la chimie en Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce qu'elle pourrait être une vallée de la chimie verte ici? On est en train, je crois, non? Non, parce qu'en termes de marketing territorial, c'est pas mal, non? Et pour le coup, c'est le trait d'union entre Picto et le Technopole et l'Arbois, c'est qu'aujourd'hui, on travaille avec un porteur de projet pour justement faire en sorte que cette industrie vienne s'implanter sur Berre et que son centre de R&D soit sur le Technopole et l'Arbois, pour faire en sorte qu'on puisse alimenter cette future usine dans le cadre d'une relocalisation qui viendrait d'un pays en Asie et qui viendrait faire en sorte qu'on ait aussi un très fort investissement autour de la chimie verte, qui ne soit pas effectivement du côté de Lyon ou Grenoble, qui ne soit pas du côté de Rotterdam, et c'est effectivement des territoires avec qui on était en concurrence. Alors l'ambition, et j'espère qu'on va dépasser les leaders du domaine aujourd'hui et qu'on va le devenir sur la chimie verte, parce que prenez rien que le sujet de l'hydrogène. L'hydrogène vert, ce territoire, il a l'ambition de devenir, certes, un hub français, mais un hub européen de l'hydrogène vert. On a cette première unité qui arrive. Il y a de très grands projets sur le territoire. H2V aussi, qui a annoncé des capacités d'électrolyse très fortes. L'acier vert, hein, avec un projet... Gravity, oui. Gravity. Donc... Et puis toute la décarbonation sur le territoire, où la trajectoire d'ici à 2030, c'est quand même moins 40% d'empreinte carbone. Donc, et ces projets, donc, il y en a un dont on n'a pas cité le nom, on ne va pas le citer, mais donc une usine de chimie verte, mais pas que. Il y a d'autres projets qui sont en portefeuille. Malheureusement, on peut pas les évoquer aujourd'hui parce qu'on est sous accord de confidentialité, mais je suis convaincu que ce territoire qui a un potentiel d'accueil absolument exceptionnel, enfin, c'est quand même le 3e port mondial de vrac liquide aujourd'hui. Il y a un foncier qui est absolument extraordinaire. Sur le port. Il va falloir l'aménager. Sur le port, parce que si vous dites qu'il y a un foncier extraordinaire, non. Il va falloir l'aménager et libérer du foncier si on veut accueillir tous ces projets. On a du travail à faire. Mais enfin, moi, je suis convaincu qu'on va devenir le pôle de la chimie verte. Merci Jean-Michel Diaz, merci Frédéric Vuilleux, merci Corinne Ramon-Borde et merci Franck Hanamayer pour ce débat vif sur l'industrie décarbonée. Je laisse la parole à Jean-Christophe Tortora d'ici quelques minutes pour une conclusion avec un économiste. On va continuer de parler de zéro carbone et d'Aix-Marseille. À tout de suite.